Nous voici arrivés aux confins du système solaire. Nous sommes maintenant bien loin du Soleil et des planètes, et devant nous se dresse l'espace interstellaire. Mais qu'est-il vraiment entre nous et les prochaines étoiles? Et où se situe la limite du système solaire? Salut à tous, je m'appelle Sébastien Beaucourt, je suis médiateur scientifique au Planétarium de Reims. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances en astronomie et tout ce que je n'ai pas le temps de raconter dans mes séances de planétarium. L'espace vide après Neptune n'est pas exactement vide. Dans l'épisode précédent sur les comètes, nous avons vu que celles-ci se déclinent en deux variétés. Celles avec des périodes orbitales de moins de 200 ans, qui ont la particularité de suivre des orbites situées dans le plan de l'écliptique, et celles avec des périodes orbitales beaucoup plus longues, qui dépassent les 200 ans, et qui, elles, proviennent de toutes les directions de l'espace. Et depuis 4,5 milliards d'années, après la naissance du système solaire, des comètes apparaissent toujours dans notre ciel. Alors, d'où viennent-elles? Pour comprendre l'origine des comètes, nous devons remonter le temps, revenir justement aux origines du système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, un disque de matière se met en rotation sur lui-même. Au centre, le futur Soleil va se former. Les planètes rocheuses se forment dans la région interne, proche de la jeune étoile, là où la matière peut résister à la chaleur. Les planètes géantes gazeuses se forment dans la partie externe du disque, la région la plus éloignée du Soleil, et donc la région la plus froide. Dans cette région, l'eau est sous forme de glace mélangée avec de la poussière. Sous l'effet de la gravité, ces éléments entrent en collision pour former des objets de plus en plus gros. Certains atteignent la centaine de kilomètres de diamètre. Les planètes géantes, nouvellement formées, possèdent une gravité extrêmement forte. Tout morceau de glace s'approchant trop près devrait donc tomber dans ces planètes, ou subirait une modification de son orbite. Il pourrait alors plonger directement vers le Soleil, ou être projeté dans l'espace lointain, en dehors du système solaire. Des milliards et des milliards de blocs de glace ont ainsi été chahutés par les planètes. Bien qu'ils soient relativement petits par rapport aux planètes, et qu'ils possèdent une gravité assez faible, ces petits blocs de glace modifient légèrement les positions des planètes. Chaque bloc de glace déplace très légèrement les planètes, mais l'effet cumulé des milliards de blocs de glace pendant des milliards d'années finit par avoir des conséquences importantes. Ceci est expliqué par le modèle de Nice, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler longuement dans la vidéo sur la migration des planètes. Je vous invite donc à revoir cette vidéo. Je vous mets le lien ici au-dessus et en dessous dans la description de la vidéo. Alors l'effet global de toutes ces rencontres provoque un déplacement de la planète Jupiter et Saturne vers l'intérieur du système solaire, avant qu'elles ne finissent par rebrousser chemin et repartir vers l'extérieur du système solaire. Neptune aurait eu le plus grand effet sur ces fameux blocs de glace, car elle se situe dans la partie externe du système solaire. Alors que Neptune migrait vers l'extérieur du système solaire, sa rencontre avec ces morceaux de glace les ont projetés sur des orbites fortement elliptiques et inclinées par rapport à l'écliptique. Les astronomes pensent que les effets de la migration des planètes géantes expliquent également le bombardement tardif, cette pluie d'astéroïdes et de comètes qui est venue percuter les planètes internes quelques centaines de millions d'années après leur formation. Alors tout cela reste pour le moment une hypothèse, mais elle fonctionne plutôt bien. Nous en saurons davantage sur cette hypothèse lorsque la sonde Lucie étudiera les astéroïdes troyens de la planète Jupiter en 2027. Au final, il existe aujourd'hui trois populations distinctes d'objets. La première est une région qui a la forme d'un donut alignée avec le plan de l'écliptique. On l'appelle la ceinture de Kuiper, du nom de l'astronome néerlandais Gerhard Kuiper, qui postule à son existence dès les années 1950. La ceinture de Kuiper commence plus ou moins à l'extérieur de l'orbite de Neptune et s'étend au-delà jusqu'à une cinquantaine d'unités astronomiques. La deuxième région est appelée le disque dispersé. Celui-ci est composé d'objets glacés et de formes sphériques. Perturbé par la gravité de Neptune, il se retrouve sur des orbites elliptiques et fortement inclinées par rapport à l'écliptique. Le disque dispersé chevauche la ceinture de Kuiper sur son bord interne et s'étend au-delà jusqu'à une centaine d'unités astronomiques du Soleil. Et enfin, encore plus loin dans les profondeurs du système solaire,
on trouve un nuage de forme sphérique, centré sur le Soleil et composé d'objets complètement glacés. C'est le nuage de Oort, d'après l'astronome Jan Oort, qui postula son existence. Le nuage de Oort débuterait vers 20 000 à 30 000 unités astronomiques et pourrait s'étendre jusqu'à 100 000 unités astronomiques du Soleil. Le nuage de Oort est à l'origine des comètes de longue période, c'est-à-dire des comètes dont la période orbitale est supérieure à 200 ans. Les objets qui proviennent de cette région orbitent autour du Soleil et plongent vers le système solaire interne en provenant de directions aléatoires. De nombreuses comètes récemment découvertes entrent dans cette catégorie. Leurs orbites peuvent être extrêmement longues. Elles commencent leur trajectoire à une telle distance que lorsqu'elles passent près du Soleil, elles peuvent atteindre la vitesse de libération de notre étoile, et ainsi être éjectées complètement du système solaire. Le disque dispersé est la source des comètes de courte période, c'est-à-dire dont la période orbitale est inférieure à 200 ans. Leur trajectoire est soumise aux perturbations gravitationnelles de Neptune. Elles orbitent autour du Soleil, et lorsqu'elles repartent dans le système solaire externe, leur aphélie se situe entre Jupiter et Neptune. Alors comment sait-on tout cela? Eh bien jusqu'en 1930, tout cela n'était qu'une pure hypothèse. Jusqu'au jour où un astronome américain, Clyde Tombaugh, a découvert le premier objet de la ceinture de Kuiper, qu'on appelle aujourd'hui Pluton. Nous avons déjà vu comment les résonances orbitales sont provoquées par la gravité et comment elles provoquent les effets de marée. Dans la jeunesse du système solaire, il devait y avoir beaucoup plus d'objets au voisinage de Pluton, avec des orbites de forme et d'inclinaison très différentes. Ceux qui se sont rapprochés de Neptune ont vu leurs orbites modifiées par la gravité de la planète. Et soit ils ont plongé vers le Soleil, soit ils ont été éjectés dans l'espace profond. Les seuls survivants se sont retrouvés sur une orbite verrouillée par une résonance orbitale 3,2 ou 2,1 avec Neptune. Aujourd'hui, ce sont les seuls objets que nous voyons sur une orbite proche de celle de Neptune. Les astronomes les appellent des plutinos. Il s'agit là d'une sous-catégorie d'objets bien particuliers qui forment la ceinture de Kuiper et qui ont tous des caractéristiques communes. Alors, suite à la découverte de Pluton en 1930, les astronomes se sont demandé s'ils étaient en présence d'une nouvelle classe d'objets situés au-delà de Neptune. Cependant, il a fallu attendre plus de 60 ans pour trouver un objet similaire à Pluton. Albion fut découvert en 1992, ce qui lança la chasse aux objets de Kuiper. Aujourd'hui, nous connaissons plus d'un millier d'objets qui forment la ceinture de Kuiper, et ce qui permet d'estimer que cette ceinture d'astéroïdes doit contenir à peu près 100 000 objets mesurant au moins 100 km de diamètre. Le nuage de Oort, lui, contient des milliards de corps glacés. Bien que nous connaissons de nombreux objets de la ceinture de Kuiper, nous ne connaissons aucun objet en provenance du nuage de Oort avec certitude. Cependant, 3 corps très intéressants ont été découverts. Sedna, 2012 VP 113 et 2015 TG 387. Les périhélides de ces 3 objets se situent dans la ceinture de Kuiper, mais comme ils sont situés sur des orbites extrêmement elliptiques, ils s'éloignent tous considérablement du Soleil. Ainsi, l'aphélie de Sedna se situe à 955 unités astronomiques, ce qui l'amène dans cette région entre la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort. Pour VP113, son aphélie se situe à 445 UA, il s'éloigne moitié moins loin que Sedna. Quant à TG387, il s'éloigne jusqu'à 1956 UA, donc beaucoup plus loin que Sedna. Ces objets ne font partie ni de la ceinture de Kuiper, ni du nuage de Oort. Curieusement, aucun de ces 3 objets n'a en résonance avec Neptune. On ne sait donc pas comment ils se sont retrouvés sur cette trajectoire particulière. Voilà, alors que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, nous avons vu que derrière Neptune, on trouve un vaste réservoir de corps glacés qu'on appelle la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper a la forme d'une sorte de donut, alignée dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire dans le plan des planètes. Le disque dispersé est plus excentrique et il est la source des comètes à courte période. Bien au-delà de la ceinture de Kuiper, on trouve le nuage de Oort. De forme sphérique, il entoure le système solaire. C'est le réservoir des comètes à longue période. Les objets glacés qui le composent se sont probablement formés plus près du Soleil.
et ont été projetés dans le système solaire externe par les interactions gravitationnelles avec les planètes extérieures. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'astronomie. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. À la semaine prochaine. Salut!